On fait un SmackDown Recap ici? Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est de retour sur le SmackDown Recap, format originel, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que c'est le retour de Roman Reigns, l'homme qui fait plus de retours que CM Punk et Edge réunis, enfin de retour sur la Fox, prêt à se venger dans cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 août 2024 depuis Tulsa dans l'état de l'Oklahoma. Oui, Roman Reigns est de retour et oui aussi, la route vers Bash in Berlin côté chaud bleu va commencer. Avant de se lancer, une triste nouvelle. On a appris dans la journée du 9 août le décès de monsieur Kevin Sullivan. L'ancien Taskmaster et cerveau créatif et même booker de WCW pendant plusieurs années. Le cerveau derrière l'armée des ténèbres et le donjon du destin nous a malheureusement quittés après un long combat contre la maladie. Je vous cache pas, c'est un décès qui m'affecte pas mal étant donné qu'à l'époque, quand j'étais gamin et que je regardais la WCW sur Canal+, Kevin Sullivan était très certainement le catcheur que je détestais le plus. Bah oui, non, je lui trouvais aucun intérêt, j'aimais pas du tout ce gars. Et encore des années plus tard, je n'ai jamais rien compris à son génie. C'est en apprenant à le connaître que j'ai appris à l'apprécier énormément, comme en témoigne ma review du qui s'était passé de Halloween 1995, où je lui ai, je pense, rendu le meilleur des hommages possibles. Avant sa mort, ceci dit. Merci beaucoup Kevin Sullivan, merci pour toute l'écriture que vous avez apportée. Merci également à la WWE d'avoir pris 2 minutes pour lui prendre un clip et lui rendre un bel hommage. I respect you, Mr. Bookerman. Vous aurez laissé au monde du catch un très bel héritage. En dehors de WWE, comme vous le savez, je suis assidûment le G1 Climax qui se terminera la semaine prochaine et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 5-Star Grand Prix de Stardom vient de débuter, ça promet encore une fois un été particulièrement mouvementé. Alors WWE, votre mission si vous l'acceptez, c'est de me garder engagé face à cette concurrence japonaise, face à mes sorties remarquées du côté de Rix Catch en Bretagne, le show a été diffusé pas plus tard qu'hier, je vous invite à aller le voir, face à la fin des Jeux Olympiques et face à la chaleur étouffante qu'il y a déjà dans mon bureau mais également dehors, j'ai décidé, tradition oblige, comme à chaque début de mois, d'inviter Michel Beaujolais pour nous parler du sponsor de la chaîne, Oli Energy. C'est à vous Michel. C'est un... Non, lol. Comme si Michel il allait apparaître sur la chaîne. Merci une fois de plus à Oli Energy de sponsoriser cette vidéo. Oli, c'est toujours la révolution des soft drinks. Moins de calories, moins de sucre, moins de bullshit. Avec cet été, pour rester frais, 3 nouvelles saveurs qui viennent enchérir ma gamme préférée, la gamme hydratation. Avec les délicieuses saveurs cerise, ananas ou encore noix de coco. C'était à peine sorti il y a un peu plus d'une semaine que ça s'est déjà retrouvé en rupture de stock. La cerise a été rapprovisionnée, je vous rassure. Et à partir du 14 août, il y aura à nouveau du stock pour la noix de coco et l'ananas. Alors ne perdez pas de temps, dépêchez-vous parce que la gamme hydratation, la vache, heureusement qu'elle est là pour accompagner mon quotidien sous cette terrible chaleur. Vous bénéficierez toujours de 10% de réduction sur tous vos achats avec le code STURI et pour ceux qui veulent découvrir 5 € de remise sur votre première commande avec le code STURI5, idéal par exemple pour toucher le pack découverte hydratation à moins de 20 € grâce à ce même code. Suffit de cliquer sur mon lien affilié pour avoir automatiquement la réduction. Je tenais une fois de plus à vous remercier pour toutes vos commandes passées au courant de ces précédents mois, car votre action, vous ne le savez peut-être pas, mais soutient énormément la chaîne, soutient mon travail. Encore merci à Oli de soutenir le catch, et on est parti, le SmackDown Recap avec le retour du générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux, on se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree, mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Évidemment, un épisode de SmackDown post-SummerSlam, on nous remontre l'effet saillant de SummerSlam avec, comme vous le savez, comme ça a été vu plusieurs centaines de millions de fois désormais, le retour de Roman Reigns qui est venu donner la victoire à Cody Rhodes dans son combat l'opposant au chef tribal, l'imposteur, l'autoproclamé chef tribal de Monfion, Solo Sikoa. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas Roman Reigns qui va ouvrir cet épisode de SmackDown. Nana, on va garder le meilleur pour la fin, enfin je pense. Cody Rhodes
Rhodes, le toujours champion, va venir au ring très bien habillé, avec sa ceinture toujours sur l'épaule. SummerSlam a eu un dénouement bien heureux pour lui, mais il est temps de se tourner vers l'avenir. Il a besoin d'un nouveau challenger en vue de Bash in Berlin. Et Cody Rhodes, ce challenger, il a voulu suggérer un nom auprès de Nick Aldis pour que ça soit validé, toujours avide de compétition, de rencontrer de nouvelles personnes. Ce nom est, et on ne le saura pas, puisque Solo Sikoa, justement, fait son arrivée, avec à ses côtés les autres membres de la Bloodline 2.0. C'est vrai qu'on les appelle la Bloodline 2.0, mais comment ils s'appellent? C'est la Bloodline? C'est juste la Bloodline? Tama Tonga et Tonga Loa, bizarrement, on lui a remis le championnat par équipe, puisque vous êtes peut-être pas sans savoir que Jacob Fatu, apparemment c'est legit, il serait bien blessé. Incroyable, les Guerrillas of Destiny de New Japan sont donc champions à la WWE. Solo Sikoa, lui, il est là pour réclamer un match retour contre Cody Rhodes, parce que si Roman Reigns il avait pas été là, on sait très bien qui aurait gagné, Cody Rhodes, hein, c'est certainement pas toi. Voilà, je pense qu'on a la salle complète de Tulsa qui semble parfaitement en adéquation avec ce que vient de dire Solo Sikoa. Cody Rhodes y rappelle que sans les interventions de Tama Tonga, de Tonga Loa et même de Jacob Fatu qui s'est sacrifié pour toi et qui aujourd'hui est blessé, et bah t'as même pas réussi à devenir champion. Alors qu'est-ce qu'on raconte, hein? On ferme sa boîte à camembert. Qu'est-ce qu'il fait, Solo Sikoa? Bah bien évidemment, il entoure le ring. On est prêt à aller attaquer Cody Rhodes en 3v1, sauf que voilà, la cavalerie est de retour, et cette cavalerie, ce n'est pas Randy Orton, puisque Randy Orton, maintenant, il est occupé du côté de Monday Night Raw à aller chasser Gunther. Kevin Owens, qui a eu la bonne idée d'aller chercher une chaise, et même une deuxième, pour enfiler une à Cody et faire fuir de ce fait cette Bloodline. Voilà, comme ça, on termine le segment ici, tout va bien. Kevin Owens, il descend l'escalier, et Cody Rhodes lui fait « Minute! Attention, Kevin, viens ici, viens là, Kevin. Kevin, en début de segment, j'ai dit une chose. J'aimerais affronter quelqu'un pour mon titre à Bash in Berlin. Et cette personne, je dirais pas par quatre chemins, j'aimerais que ça soit toi. Parce que t'as toujours été là pour faire mon backup. À mes yeux, t'es quelqu'un qui mérite énormément. T'es toujours le price factor, t'es dans ton prime. Je veux affronter en 1 contre 1 Kevin Owens. Kevin Owens, il a un petit regard un peu gêné. Et il décline. Ouais, il dit à Cody Rhodes, c'est très gentil de ta part, mais y a qu'à regarder mon win-loss record sur l'année écoulée, c'est véritablement pas terrible. Alors attends, j'ai été faire le calcul depuis le début d'année 2023. Kevin Owens, il a disputé 96 matchs et il en a gagné 70. 70, tu fais le 70. Il a plus de 70% sur son win-loss record et il vient nous dire oui, ce serait pas juste. Attends, mais depuis quand les victoires, les défaites, elles comptent autant à la WWE? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé. Attendez, ça a changé. Vince McMahon, il a changé. C'est vrai que c'est plus Vince McMahon, donc peut-être que désormais ça a un impact. 70%, c'est un win-loss record qui est pas tip-top finalement. Alors évidemment, Cody Rhodes, il essaye de trouver les mots pour flatter Kevin Owens, pour lui dire que ce serait le challenger parfait pour lui. Ils sont amis de longue date, il sait que c'est un gros compétiteur, et Kevin Owens, il semble un petit peu gêné par ça. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Alors oui, évidemment, j'ai lu ce que certains ont écrit, qu'est-ce qui se passe, Cody Rhodes, il choisit son challenger, il n'y a pas d'histoire. Ça, vous allez mettre ça de côté, parce qu'ils auront un angle un petit peu plus tard, et je trouve que ça a énormément de sens. Et surtout, ça peut développer quelque chose de très intéressant. Et ça fait appel à l'histoire, justement, et c'est ça qui est bien. Un bon petit segment pour ouvrir les hostilités, on nous rappelle le programme de la soirée. Andrade fera face à Santos Escobar pour savoir qui affrontera LA Knight, pour le championnat des États-Unis. LA Knight sera là aussi. Jade Cargill fera face à Alba Fire. Les Pretty Deadly seront également en action face à DIY, dans le cadre d'un mini tournoi déterminant des aspirants numéro 1 au championnat par équipe, détenu de ce fait par Tama Tonga et Tonga Loa, si on comprend bien les affaires. Moi je crois qu'il y a la Freebirds Rule dans la Bloodline, il doit y avoir la Freebirds Rule. Et ben on connaît une demi-finale, on va tout de suite découvrir l'autre puisque ça sera Austin Theory et Grayson Waller, 8 Down Under, qui vont faire face aux Street Profits. Ils ont fait leur arrivée au ring, les Street Profits on les retrouve backstage, interviewés par Baron Saxton Investigation. Les Profits aux côtés de B-Fab, ça fait 3 ans que les mecs se grattent, ils ont pas remporté de championnat par équipe à la WWE, bah ouais, ils vivotent, ils stagnent un peu. Il y a de temps en temps des petits éclairs avec des projets Montesford, des alliances avec Bobby Lashley qui apparemment n'est pas très heureux de sa situation au sein de la WWE, qui pense pas re-signer d'ailleurs. Vince McMahon le considérait plus que Triple H ne le fait. Alors on s'absente, on étudie les possibilités, les Street Profits jamais ils font la moindre référence à Bobby Lashley. Pourtant le clan il avait quand même un peu de gueule sur le papier. C'est la compétition par équipe qui prévaut et on est parti pour un match de catch plutôt honnête, plutôt solide, où la première partie avant la pub se terminera par un très beau dive de la part de Montesford vers l'extérieur, donnant l'avantage aux Street Profits, et au retour de pub, Angelo Dawkins y est dans le ring et il se fait
dominé. Voilà, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, ça va, je vous rassure, Angelo Dawkins, il va pas se faire dominer trop longtemps. On a tout de suite enchaîné vers le hot tag. Montez Ford, il a fait maison nette. On a une production pendant tout cet angle en plan séquence qui s'est terminée par un méga pance de la part de Angelo Dawkins sur Grayson Waller vers les barricades, vers l'au-delà. Les Street Profits vont remporter la victoire sur Austin Theory après un super blockbuster de la 3e corde, 1, 2, 3, qualifié pour la petite finale. Du momentum pour eux qui se rebâtit alors que Austin Theory, Grayson Waller, malheureusement leur victoire à Monday Night Raw ne les a pas beaucoup aidés. Vous vous souvenez certainement de ce que j'ai dit avec Cody Rhodes et Kevin Owens, on les retrouve dans le bureau de Nick Aldis. Kevin Owens il campe sur ses positions, il veut pas affronter Cody Rhodes pour le titre. Alors Nick Aldis il fait très bien, on va donner l'opportunité à Roman Reigns. Attends quoi ? Déjà ? Maintenant ? C'est maintenant là, ça commence, c'est enregistré, c'est en direct ? Alors qu'une annonce de cette telle ampleur devrait normalement créer une émeute au sein de l'arène à Tulsa, pas du tout en fait, Kevin Owens il se plaint. Attendez, vous voulez donner une opportunité à Roman Reigns alors qu'il y a plein de mecs backstage qui valent bien mieux que Roman Reigns, lui il est pas là, on l'a pas vu. Et puis il a été champion pendant plus de 3 ans là, c'est bon, on passerait pas à autre chose, l'argument de Kevin Owens il est naze, il est nul. Donc Nick Aldis il revient sur sa position conforté par Cody Rhodes, parce qu'à la base Cody Rhodes il veut affronter Kevin Owens, Nick Aldis il tranche, ok il affrontera Kevin Owens. Kevin Owens il fait style, c'est le mec qui est pas content d'être challenger au titre de Cody Rhodes, et en fait on se rend compte qu'avec son attaque sur Roman Reigns il était totalement de mauvaise foi. Et en fait c'est ça qui me plaît dans ce début d'histoire racontée, c'est que Kevin Owens, je le sens totalement partir en vrille parce qu'il a l'occasion de retoucher ce à quoi il court depuis si longtemps, le titre de champion du monde. Même si là il est sur un run de babyface établi depuis de très nombreux mois avec le run par équipe, Sami Zayn, tout ça, voilà. Kevin Owens, faut pas oublier que c'est un mec à qui il est difficile de faire confiance. J'ai trouvé que sa justification foireuse c'était un excellent moyen de nous montrer un côté de cette personnalité que lui-même voudrait ne pas réaborder. Bash in Berlin c'est à la fin du mois, il y aura que très peu d'épisodes de SmackDown pour construire tout ça, mais je pense qu'on peut revoir un Kevin Owens bien plus fourbe, prêt à tout pour aller chercher Cody Rhodes, et ça je pense encore une fois que ce sont les bases d'une très très bonne histoire qui sera racontée dans les semaines à venir. Si ça se trouve je me plante totalement, ça va être plat, il n'y aura pas d'histoire, et vous aurez probablement raison là les gens qui disent il n'y a pas d'histoire. Si ça se trouve il n'y a pas d'histoire, mais la WWE elle a changé, elle a un petit peu changé. On nous a diffusé un clip pour nous rappeler que Nia Jax est la nouvelle championne WWE, elle n'est pas là ce soir. Non, il fera un angle de célébration pour elle la semaine prochaine. Nia Jax elle n'a pas le traitement Gunther, tapis rouge pour qui ? Pour Roman Reigns. On nous montre la coupure de presse, l'événement Roman Reigns qui atteint des sommets. Nia Jax, tu m'excuseras, ça passera au second plan, on fait juste une petite vignette backstage avec Tiffany Stratton qui prépare la fête. Pour le retour de Nia Jax, voilà, elle donne ses consignes, alors il faudrait ça, il faudrait des ballons, il faudrait des trucs, là je sais pas, soyez créatifs. Les Pretty Deadly, ils sont intéressés pour participer à la fête, ils veulent chanter leur fameuse comédie musicale. Tiffany Stratton, elle les regarde déballer leurs trucs, elle est pas particulièrement intéressée. Puis elle croise Chelsea Green et Piper Niven, qui viennent un petit peu en instigatrice de on sait très bien, t'as la mallette du Money in the Bank, à mon avis, là, votre amitié avec Nia Jax, ça a pas duré long feu. Tiffany Stratton, elle la reclaque, peut-être un move que beaucoup attendent, un face turn potentiel pour Chelsea Green, il y aura pas de trace de Bayley sur l'intégralité de l'épisode, la championne sortante. Aucune vengeance pour elle, on attendra peut-être l'épisode de la semaine prochaine pour en savoir plus. Le gros développement de la division féminine de cette semaine, ça a plutôt concerné la division par équipe, puisqu'après nous avoir remontré un clip de la querelle entre les championnes Ayla Dawn, Alba Fire et de l'autre côté Jade Cargill et Bianca Belair, l'ajout de Blair Davenport du côté des championnes par équipe, on a ce combat que pas beaucoup je pense attendaient entre Jade Cargill et Alba Fire. On aurait eu Bianca Belair, Alba Fire, ça aurait pu être très très cool. Toujours énorme faux pour Jade Cargill, on lui retirera pas, mais pour le in-ring, on aura 2 minutes à se mettre sous la dent avec une victoire ultra clean. Pas de Jade Cargill, bien sûr. Les championnes par équipe paraissent très très faibles. Le conflit va se poursuivre à l'intérieur du ring avec une Blair Davenport qui va venir aider les championnes par équipe à reprendre le dessus, et une Naomi. Bon, on avait oublié Naomi qui arrive les cheveux détachés, elle a un énorme flow avec les cheveux détachés, et qui en plus de ça, une querelle de longue date avec Blair Davenport, donc ça fait du sens, vient sauver les aspirantes potentielles au championnat par équipe, même si elles ne sont pas officiellement les aspirantes au titre, parce que vous le savez, à Monday Night Raw, il y aura un combat pour déterminer les aspirantes numéro 1 au titre, entre Kairi Sane et Io Sky, et de l'autre côté, Shayna Baszler et Zoe Stark. Voilà. Bon, je vais pas me plaindre, il y a eu le retour de Naomi. Elle était partie, Naomi ? Elle était partie, je sais pas. C'est le moment de retrouver sur le ring LA Knight, qui vient célébrer son premier championnat remporté dans le main roster. Il est désormais le champion des États-Unis. Il a battu Logan Paul. Et autant que LA Knight méritait de devenir champion, il dit à Logan Paul que lui méritait d'avoir la branlée qu'il a reçue. LA Knight, il est là pour remettre du prestige sur le championnat des États-Unis, pour remettre de la compétition. C'est pour ça que Santos Escobar, que LA Knight avait battu en 1VA il y a même pas 3 semaines.
hein. Bon. Santos Escobar, il réclame son opportunité, les Knights, il lui dit, tu comprends pas bien les consignes, j'ai dit qu'il fallait le mériter. Et de toute façon, ça ne fait aucun sens, puisque le combat contre Andrade avait déjà été annoncé pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat des États-Unis de LA Knight. Enfin, si on veut. Andrade contre Santos Escobar, on est parti pour un chouette combat de catch, qui va durer près de 12 minutes et qui n'a absolument pas intéressé LA Knight, puisqu'il n'est même pas resté à la tête des commentateurs pour le regarder et observer sa compétition. Alors vu que Santos Escobar, il est épaulé par Humberto Carrillo et Angel Garza, il est là, il va bien, ils vont bien tous les deux, tout le monde va bien, enfin ils vont bien pas longtemps. Avant la première coupure publicitaire, Baron Corbin et Apollo Crews, qu'on a toujours pas oublié dans le mix, ils sont venus attaquer Angel Garza et Humberto Carrillo. Enfin, je devrais plutôt dire Angel et Berto, hein, vu qu'ils raccourcissent les noms à chaque fois. Hop, ils les ont fait fuir. On est parti à la pub, au retour de pub, le match est particulièrement bien équilibré, l'action dans le ring était plutôt correcte, et c'est Carmelo Hayes qui en fin de match est venu distraire Andrade pour donner la victoire à Santos Escobar avec la traditionnelle et mythique Andrade, welcome to the Wall of Zone. Santos Escobar devient donc l'aspirant numéro 1 au championnat de LA Knight. Bon, je vais arrêter de me plaindre parce qu'en réalité, je suis assez content que le championnat redevienne un peu le focus au sein de la division bleue. Oh, j'ai oublié de parler de ça. Avant que le match ne débute, on a eu un incroyable promo kit pour nous hyper le retour de Giovanni Vinci, qui va revenir au gimmick qu'il a expérimenté pendant quelques semaines à l'époque du côté de NXT en étant le fier et arrogant italien. Voiture de sport, lunettes de soleil, boucle d'oreille, sourire bright. Aucune date n'a été annoncée, mais dans le mix autour de cette mid-card de championnat des États-Unis, je trouve ça assez intéressant. On sera curieux en tout cas pour les débuts. Non, il y a des rumeurs aussi comme quoi WWE organiserait en 2025 un PLE en Italie. Ah bah ça tombe bien, bon ils ont hypé de Giovanni Vinci, je pense que hein, ça peut aider. C'est quand qu'il y a un catcheur français signé à la WWE au fait? Seconde demi-finale dans le mini-tournoi pour couronner des aspirants numéro 1 au championnat par équipe DIY qu'on va retrouver backstage, qui vont remonter ça plutôt vénère. Battus, je le rappelle, la semaine dernière par la Bloodline et qui ont perdu leur championnat par équipe. Ils sont pistes, en plus de ça, ça s'est fait à Cleveland où Johnny Gargano réside, il a été humilié devant sa famille, ses gosses. C'est, hein, ouais, non, il a qu'un seul gosse. Le temps de partir à la pub, de nous diffuser le clip sur le regretté Kevin Sullivan qui nous a quittés, de nous annoncer le programme de la semaine prochaine où Blair Davenport et Naomi vont à nouveau s'affronter, la grande célébration pour Nia Jax, on va retrouver, bah non, pas dans le ring, hein, bah non, on va pas dans le ring, pourquoi on irait dans le ring? Bah ils ont qu'à attendre DIY, on va retrouver Nick Aldis qui reçoit Austin Theory, Grayson Waller, et Austin Theory il propose de manière un peu ironique que Grayson Waller la semaine prochaine il affronte Kevin Owens. Nick Aldis il trouve que c'est une bonne idée, bon on fait le match entre les deux, comme ça remet un petit peu de bisbille entre Grayson Waller et Austin Theory, parce que Grayson Waller il est pas content à l'idée d'affronter Kevin Owens la semaine prochaine, voilà, ni plus ni moins. Les Pretty Deadly vont avoir une entrée complète, yes boy! Un début de match à 100 à l'heure qui va vite se transformer en foutoir où tout le monde vient dans le ring, on s'affronte à 4. Les Pretty Deadly ils posent sur la bord du ring, ils se font baseball slider par les mecs de DIY qui eux auront aussi posé devant le ring juste avant de partir en coupure pub. De ce fait, on suppose que DIY bah, il domine au niveau du combat, pas du tout. Retour de pub, bah, c'est le moment de la hit. Les Pretty Deadly travaillent sur Johnny Gargano qui fait très vite le hot tag sur Tommaso Ciampa, c'est exactement le même format que le combat avec les Street Profits. L'action in-ring ceci dit est plutôt cool avec toujours des moves aussi innovants de la part des Pretty Deadly, hein, que j'aimerais bien voir un petit peu plus souvent en action. DIY va trouver l'opportunité de remporter la victoire avec un combo qu'ils font depuis quelques semaines désormais, le Big Rig, ou le Shatter Machine si vous préférez, qu'ils ont emprunté à ceux qu'ils avaient battus pour devenir champion NXT à l'époque à Toronto, le Revival, petit clin d'œil, le Revival, le Meet in the Middle, le coup de pied, le coup de genou, 1, 2, 3, victoire de DIY qui affronteront, c'est la semaine prochaine, ça a été précisé la semaine prochaine, les Street Profits. J'ai pas revu l'info, j'ai pas écouté les commentateurs, ça se trouve c'est la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, j'en sais rien. C'est le moment du dernier segment de la soirée, parce que je vous le rappelle, il y a Roman Reigns qui fait son retour, on va pas retrouver Roman Reigns, on va retrouver Solo Sikoa backstage, accompagné de Tama Tonga et Tangaloa. Apparemment, il les a missionnés à aller rechercher un truc. Tama Tonga, il a pas parlé très fort, alors j'ai pas compris ce qu'il voulait. Les mecs ont décidé de tracer au ring, Solo Sikoa, il a arboré fièrement son Hula Fala, ah c'est le symbole hein, qu'il porte autour du cou, qui prouve qu'il est le vrai chef tribal. Tama Tonga et Tangaloa, eux, ils ont porté fièrement leur championnat par équipe, et Tangaloa, mais toutes les semaines, en fait, le mec rate un truc, hein, même porter la ceinture, il sait pas le faire. Attendez, je suis en train de me poser la question si le mec fait pas exprès au final de rater tout ce qu'il entreprend. Et WWE, dans tout ça, il se rend compte de rien, il lui décide de lui mettre un cache-œil. Déjà qu'il y arrive pas avec 2 yeux, avec un œil, il va faire comment? Bon, Solo Sikoa, il fait des gros regards de méchant, il dit Roman Reigns, hein, tu veux le Hula Fala, tu veux montrer que t'es le chef tribal, et ben viens le chercher toi-même, viens. Quoi? Non, c'est vrai que c'est le catch moderne façon Triple H, il y a des gens qui se battent pour un bracelet, des gens qui se battent désormais pour un collier. C'est vrai qu'à la base, le catch, on se bat pour une ceinture. Et puis même historiquement,
historiquement, on a vu des gens se battre pour des chaussures, des gens se battre pour des vestes. Je suis sûr qu'en foueur bien, il y a bien des gens qui se sont battus pour un pantalon. Alors Roman Reigns, on met sa musique avec le tan. La foule explose, les gens lèvent le doigt, Roman Reigns arrive, il est déter, on envoie Tama Tonga en éclaireur qui se fait défoncer. Tonga Loa, coup d'escalier dans la chautron, confrontation Solo Sikoa, Roman Reigns il monte dans le ring, ça va pas durer longtemps. Roman Reigns il esquive, il envoie les premières droites, il se fait repousser par Solo Sikoa d'un coup de pied, il revient avec un Superman Punch. Là la foule elle exulte, hein, ça y est, hein, WWE ils ont attendu 9 ans hein, pour avoir une vraie réaction organique de babyface pour Roman Reigns. Je sais pas pourquoi j'ai dit 9 ans, je sais pas, c'est peut-être le Royal Rumble 2015. C'était une réaction organique de babyface pour Roman Reigns? Bah non, même pas. Bah non, non, vraiment pas. Bon, quoi qu'il en soit, là, ça fonctionne, ça marche très bien. Il va porter sa spire. Non, pas tout de suite. Solo Sikoa, il se fait tirer à l'extérieur du ring. Mais il a oublié un truc. Il a oublié son collier. Et Roman Reigns, ça y est, c'est parti. Là aussi, c'est Goulou, mon précieux, mon collier de chef tribal avec tout le public qui chante OTC. C'est OTC en anglais. C'est pour Original Tribal Chief. Et allez pas inventer d'autres significations, ça n'aurait pas de sens. Sauf qu'il perd du temps, il regarde le collier, et de ce fait, il y a Tama Tonga qui lui revient dans le dos. Solo Sikoa, il dit à Tama Tonga, rends-moi le collier. Tama Tonga, il a regardé longtemps le collier. Il a fait, et il rend fou votre collier, là. Déjà, Solo Sikoa, il y a quelques mois, c'était la même chose avec Roman Reigns. Bah, le collier, il a quoi, le collier? Il finit par donner le collier à Solo Sikoa, mais Roman Reigns, il revient à lui, il va buter Tama Tonga, il va buter Tonga Loa. Il les a tellement défoncés que ce serait pas logique que les mecs reviennent la semaine prochaine. Non, si, c'est... Non. Parce que voilà, la semaine prochaine, c'est important. Roman Reigns, il va sortir debout à la fin du segment, mais il a déjà été advertisé pour l'épisode de SmackDown la semaine prochaine, et comme je m'attends pas à ce qu'on fasse Roman Reigns contre Solo Sikoa en Allemagne et qu'on fasse un petit peu durer le plaisir, je m'attends donc à ce que Solo Sikoa remporte sa manche sur Roman Reigns la semaine prochaine. Et comment, à votre avis? C'est de la spéculation de ma part, mais il arrive quand, Ikuléo? Il arrive quand? Et Jacob Fatou, il est vraiment blessé longtemps ou il peut revenir la semaine prochaine? Il y a des gens qui vont arriver là, fatalement. Comme ça, Roman Reigns, il fait dodo, on réinstaure une nouvelle bloodline encore plus forte, encore plus terrifiante et encore plus nombreuse. Et je rattrape ma théorie que je vous avais dit lors du qu'est-ce passé de SummerSlam, à savoir le 13 septembre, la première de SmackDown sur SC Network. Comme ça, Machine Berlin s'est passé et Roman Reigns fait comme Edge et comme CM Punk un retour triomphal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, je spécule un petit peu, je peux. C'est tout pour cet épisode de SmackDown que j'ai pas trouvé pour autant incroyable. Attention, hein, c'est mieux que ceux que j'ai regardés les précédentes semaines. Il y a quand même du mieux. Il y avait Roman Reigns, il y avait la petite excitation, il y a eu du catch qui était pas mal. Bien assez pour rester fort et rester hydraté, je le rappelle, avec Oli, le sponsor, une fois de plus, de cette vidéo. Et notre partenaire jusqu'à la fin de l'année. Merci à tous et excellent week-end. C'était Sturi. Ciao. Bye bye.